Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerébi, Julien Drey, Alexandre Devecchio et Gabriel Cluzel. On va évoquer ce sondage CSA pour CNews sur les Français et la laïcité à l'école. On a eu ces chiffres concernant les entorses à la laïcité au collège. Eh bien, les Français sont inquiets. 75% des personnes interrogées se disent inquiets devant l'augmentation des tenues islamiques à l'école. 25% disent ne pas être inquiets. Pourquoi les Français sont inquiets ? Parce que le nombre de ces entorses à la laïcité augmente dans notre pays, dans les établissements scolaires, où, vous le savez, le port des signes religieux est interdit par la loi. 144 entorses à la loi sur 5,6 millions d'élèves scolarisés dans le secondaire. On fait le point avec Reda Emrabi et on en débat ensuite. Les longues tenues traditionnelles du monde arabe sont de plus en plus présentes dans les établissements scolaires. Ces 3 derniers mois, 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été répertoriées, soit une augmentation de 48% entre le premier et le deuxième trimestre de cette année. Et l'écrasante majorité de ces entorses à la loi concernent les tenues islamiques. Pour Fatia Agag Boudjalat, enseignante essayiste, les jeunes sont influencés par les réseaux sociaux. Les causes immédiates, c'est par exemple les nouveaux imams et les nouveaux hajj, c'est-à-dire les jeunes qui sont allés à la Mecque 2.0. Vous verriez sur TikTok l'audience incroyable de certains de ces petits barbus et de ces filles voilées qui font du prosélytisme actif et qui sont devant la vraie retraditionnalisation. Et les tenues islamiques ne sont pas les seuls problèmes à l'école. Il faut y ajouter tous les incidents liés à la laïcité, tous les incidents liés à la contestation des enseignements et tout ce qu'on appelle les signaux faibles. Des garçons et des filles qui ne veulent plus s'asseoir ensemble, se refusent de mixité, voilà. Concernant les tenues islamiques, des phénomènes ont été constatés dans plusieurs régions de France, notamment à cause de la méconnaissance des élèves concernant la loi sur la laïcité de 2004. Julien Drey, on a ce chiffre, on a l'inquiétude des Français. 75% des Français se disent inquiets devant cette montée des entorses à la laïcité. Moi, j'aurais été avec les 74%. Je pense qu'il y a aujourd'hui... de quoi s'inquiéter ? Oui, il y a de quoi s'inquiéter, parce que je pense qu'il y a à nouveau une offensive. Et la dame qui a parlé a raison. Les réseaux sociaux sont devenus un vecteur considérable de campagne, où on voit maintenant une influence terrible d'un certain nombre de jeunes qui interpellent d'autres, qui culpabilisent, avec ce phénomène qui maintenant s'étend, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas sont sous la pression de ceux qui veulent, et qui, évidemment, y compris menacent physiquement, et donc on se plie. On a déjà vu ça dans les cités au début. C'est-à-dire, il y avait au début dans les cités, quand j'étais dans la Grande Borne, etc., une majorité de jeunes filles qui ne voulaient pas porter le voile. Et puis elles ont, pour une partie d'entre elles, elles ont cédé, alors, où elles s'habillaient autrement. Elles avaient 2 tenues, la tenue qu'elles avaient dans la cité, hop, dès qu'elles sortaient, elles s'habillaient autrement. Donc oui, il y a une question il y a une inquiétude réelle, parce qu'il y a une offensive. Il y avait des textes de loi. Après, le problème, c'est que les enseignants ont l'impression souvent qu'ils sont un peu tout seuls, ou que quand ils commencent à monter au front, derrière la hiérarchie, elle n'est pas très emballée d'ouvrir un conflit. Et les associations de parents d'élèves ne savent pas sur quel pied danser. Mais de toute manière, tout ça renvoie au malaise qu'il y a aujourd'hui dans l'institution scolaire. Qui, avec le pas de vague, le fameux pas de vague, surtout on fait pas de vague, demande la hiérarchie. Avec le pas de vague, avec le manque de formation, avec la démotivation d'une partie des enseignants, il y a, je veux dire, s'il y a un vrai chantier pour le président de la République et pour son futur ministre de l'Éducation nationale, c'est bien faire une vraie révolution éducative. Et cette question-là, elle doit être abordée. Alors, mais il faut faire très attention, parce qu'il y a un phénomène d'incompréhension qui s'installe très vite. C'est-à-dire que, moi, je vois, ça devient plus difficile encore qu'il y a quelques années de discuter avec quelques amis à moi qui, jusqu'à maintenant, étaient des laïcs convaincus, et étaient plutôt dans un affrontement avec l'islamisme radical, mais qui, en permanence, me disent « Mais il y en a marre, vous arrêtez pas de nous désigner à la vindicte populaire, ça suffit. » Et hop, ça dérape. Le ministre, c'est Pape Ndiaye, c'est pas le futur. Oui, il y est déjà. Oui, c'est vrai. Alexandre Devecchio. J'avais oublié. Je pense qu'on a eu du retard à l'allumage qu'on paye aujourd'hui. Je pense que c'est en 89 que ça se jouait avec l'affaire du voile de Creil, en réalité, qu'il aurait fallu être implacable et que les politiques se sont divisées. Lionel Jospin a botté en touche, notamment en renvoyant au Conseil d'État, et on a perdu des années précieuses jusqu'à la loi de 2000.
2004. Ça, c'est une chose. Et ensuite, ça se greffe sur un phénomène de basculement démographique. Il faudrait voir quels sont les établissements concernés, mais c'est des établissements où la population est homogène et où, du coup, il peut y avoir une forme de pression. Donc, ça va être extrêmement dur pour la France de résoudre ce problème parce que ça se fait par la coercition, mais quand une population est majoritaire sur un territoire, les élus locaux ont tendance à fermer les yeux, les profs, les institutions. Donc moi, je crois que l'État central doit être implacable et qu'il y a la question de l'immigration, qu'il faut maintenant limiter les flux pour que quand les gens s'émancipent de leur quartier, ne pas remettre de nouveaux immigrés pour ne pas recréer des ghettos et ensuite faire aussi aimer la France. Je pense qu'il y a la coercition, mais il y a aussi montrer que on a un modèle, une culture dans lequel on peut s'intégrer, parce que je pense que beaucoup de jeunes qui font ça, il y a aussi une forme de défi identitaire à l'égard du pays, un problème d'identification, et je crois qu'il faut tout faire pour qu'ils s'identifient à la France et donc arrêter de leur répéter que la France est un pays colonisateur, raciste, que c'est pas le cas, qu'au contraire, dans l'histoire, on a plutôt été dans les luttes égalitaires les premiers et qu'ils ont leur place dans ce pays. Karim, votre avis, est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Français ? D'abord, moi, je partage la volonté des Français de ne pas voir arriver au sein de l'école républicaine que de tenues religieuses. Ça, je pense qu'il faut qu'on soit tous très très clairs et très fermes sur la question. C'est pas un lieu où on expose que son appartenance à une religion par une forme de prosélytisme qui pourrait être vestimentaire ou par des tenues religieuses quelles qu'elles soient. Donc ça, je pense qu'effectivement, il faut tenir bon là-dessus et le rappeler avec beaucoup de fermeté. Ensuite, j'aimerais qu'on mesure le phénomène. Donc, moi, j'aime pas, quel que soit le sujet, lorsque on tire un fil en disant ouais, ça, il y a une épidémie. Où en est-on ? 144 sur le premier trimestre, voilà. 144 sur 5,6 millions élèves, je l'ai dit tout à l'heure, scolarisés dans le secondaire. Il faut apporter augmentation de plus 48%. Il faut apporter une réponse à cette question et il ne faut pas l'apporter au cas par cas. Je pense qu'il faut l'apporter en posant une règle nationale. Il existe la règle, pas de tenue religieuse à l'école. Oui, mais là on est sur un sujet qui est beaucoup plus pernicieux que ça. Une tenue religieuse, c'est plus culturel que cultuel parfois sur certaines tenues. Donc elles ne sont pas liées automatiquement au culte, sont liées à la zone géographique du pays. Que les tenues du Moyen-Orient sont pas toutes à ramener à l'islam. Pour autant, c'est des tenues, effectivement, qui sont portées plutôt au Moyen-Orient, ou dans certains pays, effectivement, musulmans. Mais là, il faut être clair sur la tenue exigée à l'école, au-delà de ce phénomène, et intégrer ça à l'intérieur. Donc la tenue exigée à l'école. Les règlements sont très clairs dans les établissements. Les règlements sont très clairs. On interdit les crop tops, on interdit les jeans parfois, on interdit les shorts, on interdit... C'est clair. Appliquons les règles. On est d'accord. Alors Julien et après Gabriel qui n'a pas parlé. Parce que comme je vois bien un peu ce qui est en train de se passer, la question qui est posée à nouveau, alors moi je ne suis pas pour la blouse, mais la question de l'uniforme. L'uniforme, il y a d'autres pays qui le font, l'Angleterre le fait. Au lycée, l'uniforme. Il y a d'autres pays qui vivent très bien avec ça. Et ça donne une identité à l'appartenance à l'école où on est. Pour l'instant, je suis d'accord, vous allez me dire, ouais, on va pas revenir en arrière. Ouais, j'ai participé, j'étais de la génération qui a fait tomber les blues. À l'école primaire, parce que, voilà. On en avait marre, on a arraché notre nom, voilà, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas de solution. Je m'excuse, hein, on n'a pas de bonne solution. Ouais. Si, donc, la fermeté, voilà. C'est une bonne solution aussi. La fermeté, quand vous affrontez dans des classes entières, à ce que quand vous commencez à faire une remarque à un, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la classe, il y en a un qui arrive, ou deux, le professeur, il va lui dire, c'est pas comme ça qu'il faut s'habiller. Et à ce moment, vous avez la moitié de la classe qui va dire, mais pourquoi vous lui dites ça ? C'est pas vrai. Alors le professeur, soit il prend la classe pédagogiquement, il dit, attends, je vais vous expliquer, etc., etc., soit il panique parce qu'il perd le contrôle de sa classe. Honnêtement, je suis pas sûr que... Ça se passe souvent à l'entrée des collèges et des lycées, parce qu'il y a normalement les surveillants ou le directeur surveillent les tenues. Enfin, moi, c'était comme ça de mon temps. C'était peut-être comme ça de mon temps, c'était ça date peut-être un peu. Votre temps, il y avait des surveillants. Gabriel Cluzel, oui, c'est vrai. Vous avez raison, Alexandre, de dire que c'est un défi identitaire, et c'est un défi identitaire dans un pays que l'on n'autorise pas à avoir une identité. Il n'y a rien, en fait. C'est le vide, puisque notre identité, elle est réputée pas belle. On nous serine à longueur de journée. C'est la laïcité. La laïcité. Et on le dit. Oui, mais la France, elle a des mœurs, une façon de vivre. Pourquoi nous sommes
inquiets de cette montée de vêtements qu'on peut dire cultuels ou culturels. C'est bien parce que ce ne sont pas les nôtres, tout simplement. Ce ne sont pas nos mœurs. Et c'est en cela que cela nous dérange. Mais le problème, c'est qu'on nous interdit, nous, d'être fiers de ce que nous sommes. Donc déjà, c'est un problème parce qu'on veut faire aimer la France à ces jeunes, mais finalement, on trouve nous-mêmes, on nous force à trouver qu'elle n'est pas aimable. Donc il y a un problème démographique, vous l'avez dit, dans un lycée, quand les élèves avec ce genre de revendications sont nombreux, c'est très compliqué de lutter. Et puis il y a un problème psychologique, et avec des professeurs qui de fait sont lâchés par leur direction qui n'a pas envie d'avoir de vagues, qui a envie d'être brûlé sur un bûcher médiatique, entre guillemets, parce que c'est ça, il faut se souvenir de l'affaire de Creil. En effet, le proviseur a été lâché en race campagne. Et de fait, ça a été le premier renoncement. Et une boîte de Pandore, là encore... Il n'a pas été totalement lâché, il était élu député 3 ans après. Oui, mais enfin, il faut l'entendre témoigner. Il était élu député 3 ans après. Danielle Mitterrand elle-même qui vient jeter sa petite pierre et que tout le monde vous tombe sur le dos. Et la preuve du reste, c'est que à partir de ce moment-là, plus personne n'a osé bouger l'ombre du On a fait la loi de 2004. C'est que je remarque qu'il y a 75% de gens qui sont inquiets. Et ça vient aussi en écho à d'autres sondages qui ont été faits sur des sujets similaires. Et ensuite, on vient nous expliquer que finalement, à l'Assemblée nationale, ce sera la gauche qui sera majoritaire. Et moi, je me dis, il y a quand même un pays qui n'est pas représenté. Où est la droite qui s'exprime il y en a certains qui ont posé les questions identitaires de manière un peu obsessionnelle pendant la présidentielle. On a vu effectivement la manière dont les Français les ont plébiscités ou pas. Donc là aussi, on ne peut pas non plus être pour la démocratie que quand ça nous arrange. Le problème, c'est qu'on a il y a des gens qui ont posé, Gabriel, il y a des gens qui ont posé la question identitaire de manière quasi quotidienne, obsessionnelle, et les Français ont envoyé un sort à ces candidats-là, que ça vous plaise ou pas. C'est une réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français sont fermes sur les principes républicains et laïques, mais ne sont peut-être pas en mesure d'effectuer des raccourcis faciles tels qu'il nous est souvent proposé. Donc, je suis désolé de vous le dire, parce que là vous dites honte d'être français, machin. Mais là vous ouvrez une boîte de Pandore, vous partez dans toutes les directions possibles. Bien l'expression boîte de Pandore aujourd'hui, on l'a fait sur tous les sujets. Oui, mais parce que c'est facile de prendre un sujet puis de vouloir nous amener je ne sais où. Enfin, si, on sait où. Je vais rappeler à Gabriel que c'est pas la gauche. C'est une partie de la gauche. Moi, j'estime que je suis un représentant de la gauche, pas représentant. Je suis de gauche et je me reconnais pas dans ces signes religieux. Donc, s'il vous plaît, globalisez pas, y compris parce que vous affaiblissez ceux qui, y compris dans la gauche, se battent contre ça. Je ferme la parenthèse, premièrement. Deuxièmement, vous êtes en train de... Excusez-moi, je vais me permettre d'être un peu vieux. Vous êtes en train de réécrire l'histoire. 89, c'est 3. Bon, et il y a une hésitation. Trois jeunes filles avec trois jeunes filles, on hésite. Parce qu'à l'époque, j'ai pas dit que c'était facile. À l'époque, on avait perdu des décennies. Le débat qu'on a, je m'en rappelle, parce que je l'ai eu avec le ministre de l'Éducation nationale, on l'a eu à l'Assemblée nationale. On se dit, l'école de la République va être plus forte, et elles vont. On dit pas qu'on est pour le port. On pense que elles vont l'enlever par l'éducation qui va être donnée. Et on se rend compte très vite qu'on a affaire à une opération politique, et 2-3 ans après, la question de la loi est posée. Julien Drey, je dis pas que je prétends pas que c'est facile, mais je connais aussi un peu l'histoire. Certains ont alerté. Il y a une tribune d'Alain Finkielkraut, d'Elisabeth Badinter, de Régis Debray qui expliquait à l'époque exactement ce qui allait se passer. Donc moi, j'estime qu'on a pris du retard. Maintenant, c'est pas pour chercher des boucs émissaires. Maintenant, il est trop tard. Il est trop tard pour ça. Mais c'est pour ça que quand un problème se pose, il faut le régler très vite. Et là, c'est plus le voile, c'est de nouvelles tenues. Et je pense qu'il faut, s'il faut légiférer, il faut le faire très vite, montrer tout de suite et faire bloc contre tout cela. Si on tergiverse encore, on perdra du temps et dans 5 ans, ce sera une autre tenue, ce sera autre chose. Okay.